Bonjour à tous, bienvenue dans cette 4e interview de Reveal. Aujourd'hui, on est avec Rémi. Bonjour Rémi. Bonjour Nino. Est-ce que tu peux te présenter brièvement? Eh bien, je m'appelle Rémi Sirope, j'ai 59 ans. Je suis artiste peintre avec numéro de sirette et tout ce qui s'ensuit depuis à peu près 4 ans. Voilà. Moi, c'est déjà très bien. Comment la peinture est arrivée dans ta vie? Ça va être un peu bateau ce que je vais dire, mais quand j'étais enfant, voilà, le fameux truc de quand j'étais enfant, j'avais mon père et 2 oncles qui étaient des peintres du dimanche. Et chaque fois qu'ils sortaient leur matériel, leurs gros tubes de peinture dans les grosses boîtes et chevalets qui ressemblaient à une espèce de truc en bois qui dépliait, c'était quelque chose qui m'attirait quand même. Et surtout quand on vivait dans des conditions un peu modestes, et ça c'était quand même quelque chose qui transcendait ma vie d'enfant. Je les voyais avec leurs pinceaux, et ça a été, je pense, la première chose qui m'a touché. Après, voilà, je pense que c'est le point de départ. Ouais, ça, cette curiosité qui a commencé à naître à cet âge-là, en fait. Oui. Où tu voyais un univers qui était un peu différent de ce que tu avais pu voir jusqu'à présent. Oui, puis c'était pas des choses utiles. C'était pas quelque chose d'utile. Alors, habituellement, la vie était ponctuée par des choses utiles, quoi, un peu rébarbatives. Et là, c'était quelque chose de complètement inutile. Et puis c'était la fête, quoi. Ils sortaient le chevalet, il y avait les tubes de peinture. Alors c'était des copistes, ils aimaient bien copier Van Gogh, ils aimaient bien copier Gauguin, Toulouse-Lautrec, toutes ces choses comme ça, qu'on retrouvait sur les boîtes de chocolat, on va dire. Et c'était merveilleux pour moi, ouais, vraiment. Très chouette. C'est une belle approche déjà du milieu. Ouais. Et comment aujourd'hui, là, du coup, tu définirais ton art? Alors moi, c'est compliqué parce que à la fois j'aime faire de la photo et à la fois j'aime peindre. Donc je suis ni vraiment photographe, ni vraiment peintre, je suis un peu entre les deux. Alors c'est comme ça pour l'instant. En tout cas, je prends beaucoup de plaisir à photographier, je prends beaucoup de plaisir à peindre. Je suis entre les deux, quoi. Mais je dirais que la finalité, ça reste la peinture. La photo reste un moyen de capter mon quotidien. Et après, dans mon petit atelier, en thermos avec moi-même, je recompose les images. Et voilà, donc c'est un univers figuratif qui est fait essentiellement de scènes de vie du quotidien. Quels sont les peintres qui ont influencé un petit peu ton travail jusqu'à maintenant? Alors que j'en parlais tout à l'heure, c'est vrai que j'aime beaucoup Edward Hopper et j'aime beaucoup David Hockney. L'un pour sa mélancolie, son univers un peu chargé, dense, je parle bien sûr d'Hooper, et puis l'autre pour son côté plus festif, joyeux, coloré. Voilà, et d'ailleurs même le personnage David Hockney, c'est un grand enfant. Et j'aime bien ces deux univers-là en fait. Après, bien sûr, j'aime aussi énormément Jacques Truffémus, qui est un peintre lyonnais. Pour Edward Hopper, c'est vrai que je devais avoir à peu près 18 ans. J'étais tombé sur un bouquin de peinture américaine réaliste et j'étais tombé sur une petite vignette avec une bâtisse, avec une voie de chemin de fer un peu rouge. Et c'est la première fois que je voyais un Hopper et j'étais tombé complètement amoureux de cette image. Et à l'époque, dans les années, je sais pas, c'était 83, il n'y avait pas tellement d'images de Hopper, on ne voyait pas, donc c'était... Je cherchais au fil des bouquins et dès que j'en trouvais une, j'étais enthousiasmé. Donc ça a commencé comme ça par petites touches, Hooper. Et son univers m'a tout de suite parlé. Alors je sais pas pourquoi. Alors j'aimais bien aussi Hitchcock et cette maison me faisait penser au film Psychose d'Hitchcock. Et après j'ai appris qu'il y avait un lien entre les deux. Et puis pour David Hockney, je crois que c'est en allant à la Fnac, en regardant des bouquins, je suis tombé amoureux de ses couleurs. De cette audace qu'il avait de mettre du orange, du violet, des couleurs très fortes, et il y avait une jubilation de l'œil. Et c'est vrai que entre ces deux mondes, d'un côté cette jubilation de l'œil, ces couleurs saturées, et puis de l'autre côté des personnages qui sont dans des espaces américains et qui sont un peu livrés à eux-mêmes dans une forme de solitude et d'ennui, ça me touchait aussi énormément, quoi. Parce que je pense que je me reconnaissais dans ces deux mondes, quoi, en fait. Même quand j'avais 18-20 ans, j'étais attiré par mon quotidien, par des scènes de vie ordinaires, par des gens dans le bus, dans le métro, par cette forme de pesanteur qu'il y avait sur les épaules des personnes. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je voyais les choses et c'est ce qui me touchait. Et par quel moyen tu vas rentrer un peu en contact avec ton public parce que on t'avait rencontré la dernière fois lors de l'exposition des artistes arméniens au Palais Vendy.
Et voilà, est-ce que ça va être à travers ça? Comment tu rentres en contact un petit peu avec les gens qui découvrent ton travail? Oui, alors, ce qu'il y a, c'est que essentiellement, j'essaie de communiquer sur Instagram régulièrement, de montrer un peu, à la fois dans des stories où je montre les photos que je prends, et dans les publications où je mets mes peintures. Donc je communique beaucoup là-dessus. Et après, je me force à faire des expos. Je dis bien je me force parce que j'aime pas sortir de ma petite cabane là. Je me force parce que c'est pas du tout mon truc. Et pareil, je me force à aller au vernissage et à parler avec les personnes parce que c'est pas du tout mon truc. Alors c'est vrai qu'il y a toujours d'ailleurs Carré d'artistes actuellement qui expose des petits formats que je fais, et ça me va très bien parce qu'il y a des personnes qui présentent très bien mon travail et qui se chargent de le présenter, et moi ça me va très bien. Mais j'ai du mal à parler de mon travail en fait, c'est compliqué pour moi. Et puis chacun vient avec des idées préconçues, je sais pas, pour moi c'est très compliqué en fait les expositions. Par contre ce qui est intéressant, c'est qu'il y a parfois quelques personnes qui disent rien, qui déambulent comme ça de façon silencieuse, et puis qui viennent vers vous et qui vous disent quelque chose. Je me rappelle d'une personne qui m'avait dit: ah mais t'as bien su capter la ville, cette solitude, qui disent des choses qui les ont touchés et là ils visent juste quoi. Et c'est presque à travers eux que j'arrive à comprendre mes images au fond. Et voilà, ça c'est intéressant. Mais c'est rare quoi, c'est une personne sur 20 quoi. Ouais. Il y a un côté plus intimiste du coup qui se crée. C'est ça, ouais. Et je préfère à la limite quand on m'envoie un message privé dans Instagram. Il m'est arrivé d'avoir des commandes comme ça. Une personne qui m'avait dit qu'il avait été à un lieu avec sa copine et que ça lui rappelait ce lieu, cet instant, et il voulait savoir si je pouvais lui refaire ce tableau en mettant deux silhouettes, une silhouette de couple. Chose que j'avais faite, et ils étaient venus ici, on avait passé une demi-journée ensemble, ça s'était très bien passé. Ça oui, ça j'aime bien. Et du coup ça revient un petit peu avec cette idée d'expo, même si pour toi du coup c'est pas quelque chose que tu apprécies énormément. Mais voilà, le fait d'être artiste t'amène à le faire dans tous les cas. Et comment, dans le cadre des expositions, comment tu vas choisir tes œuvres? Est-ce que ça va être par thématique de couleur? Est-ce que ça va être la symbolique? Est-ce qu'il y a une façon de sélectionner? En général, ce que je fais, c'est que je prends les anciennes toiles qui me plaisent le plus, en fait. Il y en a quelques-unes qui me plaisent, qui représentent un moment de grâce, ou un moment où j'ai atteint quelque chose que j'aimais bien, enfin où ça m'allait bien. Et puis je mets les dernières toiles que j'ai faites, de façon indistincte, parce que j'ai pas le recul nécessaire avec les dernières toiles, j'ai pas le recul nécessaire pour me dire si c'est bien ou pas bien. C'est quoi le plus vieux souvenir que tu aurais avec une œuvre? Tout à l'heure tu nous as montré justement un tableau que tu avais fait quand tu avais 20 ans. Donc est-ce que tu peux nous en parler un peu de cette période-là où tu commençais déjà à faire des toiles Oui. En fait, quand j'avais 20 ans, c'est exactement pareil que maintenant, c'est-à-dire que j'avais du temps. Quand en général on est dans cette espèce de période un peu hybride, où on est encore un peu étudiant, où on n'est pas encore dans les contraintes de la vie active à gagner de l'argent pour payer ses loyers, tout ça, donc on a du temps. Et comme j'avais du temps et que je suis un contemplatif, j'utilisais ce temps pour faire des photos et puis pour faire des peintures. Maintenant je me retrouve à presque 60 ans, j'ai du temps, et je fais exactement la même chose. Et je me rends compte que c'est exactement les mêmes thèmes que j'explore, que ceux que j'explorais à 20 ans, à savoir c'était mon quotidien, à savoir c'était donc des scènes de vie, le métro, les gens, les gares. Autant j'ai travaillé dans la publicité, dans la communication, dans le graphisme, j'ai manipulé beaucoup d'images, et puis toujours dans le sens d'être dans du waouh, parce que quand on fait de la pub et tout ça, il faut toujours présenter le meilleur angle, les choses les plus flatteuses. Quelque part, c'est aussi de faire ça, d'être dans la publicité. Quelque part, c'est aussi un handicap pour retrouver après une forme de pureté de regard dans les petites choses simples du quotidien, parce qu'on est déformé par cette vision waouh. Donc je suis encore un peu dedans, j'avoue. J'essaie de m'en débarrasser pour arriver à plus de dépouillement, parce qu'on est quand même déformé par ça. Mais je dirais qu'entre-temps, ce qui a évolué, c'est ma compétence en photo. Mon père était photographe, et ma compétence en photo a évolué. Maintenant, je maîtrise beaucoup mieux la photo que quand j'avais 20 ans. Et puis, c'était pas les mêmes outils non plus, c'était de l'argentique à l'époque. Et du coup, j'arrive à tous les effets photographiques, j'arrive à les retraduire en peinture, et c'est ce qui me plaît. Notamment les notions de pose longue, de superposition, de flou.
J'aimerais bien même faire des négatifs, faire des peintures en négatif. Je pense qu'il faut aussi une dose d'incertitude, de doute en permanence, quoi. Sinon on bouge pas, quoi. Sinon on reproduit ce qu'on sait faire. Et il faut avoir une curiosité, oser faire des choses. Je change par exemple souvent de support. En ce moment, je cherche le support qui me convient mieux. Je suis passé de la toile au bois, du bois aux plaques d'aluminium. Donc là, on va rentrer un peu dans des grandes questions. Ouais. Comment tu définirais la créativité, selon ta vision? Alors c'est la créativité. Moi, j'aime bien cette formule de Camus qui dit créer, c'est vivre deux fois. C'est vrai que la créativité, c'est déjà recevoir. En tout cas, pour moi, c'est une question de regard, quoi. Déjà, on peut poser un regard un regard d'amour, d'ailleurs, sur son quotidien. On peut poser un regard d'amour sur son quotidien, en extraire la beauté et le partager. Pour moi, c'est ça. Après, il y a différents types de créativité. Quand on fait de la peinture, de la photo, on vit les choses, on vit une expérience crue, et après on la cuisine, et on vit les choses plusieurs fois en fait, et on les métabolise comme ça en fait. Et je trouve, pour moi en tout cas, et la créativité c'est aussi les associations, des associations de couleurs, des associations de contrastes, que ça soit chez les cuisiniers par exemple, ils vont faire des associations de goût. Chez un écrivain, il va faire des chocs poétiques, des chocs de mots, des oxymores ou des choses qui vont être inattendues. Et de cet inattendu va surgir la créativité. Mais cet inattendu, il peut être dans les choses les plus ordinaires. On n'est pas obligé d'être dans de l'extraordinaire. C'est un mélange de maîtrise et de non-maîtrise. Il faut arriver à dompter son inconscient, qu'il y a des choses qui émergent, et puis les choper, quoi, les attraper. Il faut être attentif. Oui, c'est ça, il faut créer les conditions du vide pour que de ce vide émerge quelque chose. C'est pas parce qu'on est devant une toile que ça commence là, quoi. C'est pas du tout là, c'est tout le temps, quoi. Et après, on va partir sur la partie un peu plus processus créatif. Donc, comment tu procèdes? Tu nous as parlé juste avant qu'il y avait la partie photographique qui intervenait beaucoup dans cette processus de création. Comment tu pars en fait? J'ai toujours un appareil photo sur moi déjà. J'ai toujours à peu près le même depuis maintenant des années. Du coup, je le prends tout le temps. Parce que c'est toujours quand je l'oublie, très rarement maintenant, qu'il se passe des choses extraordinaires. Toujours. C'est toujours comme ça. Du coup, je le prends tout le temps pour pas avoir... et quand je l'ai pas, c'est pire que si je n'avais pas mon téléphone portable ou ma carte bleue, quoi. Ça me manque maintenant. Alors en général, les choses arrivent le plus simplement du monde. C'est quand je prends un bus ou quand je suis en voiture, quand je suis dans la rue. Il y a des choses qui attirent mon attention et puis je les photographie. Alors je les photographie de façon en pose lente pour pas que les choses soient trop définies. J'aime bien quand il y a cette espèce de mouvement, que les gens, on puisse pas reconnaître les gens mais que ça fasse des silhouettes en fait. Qu'on puisse finalement se reconnaître dans ces silhouettes, que tout le monde puisse se reconnaître dans ces silhouettes. J'aime bien prendre les gens qui sont soit à trottinette, soit en vélo, soit qui marchent, soit avec des amoureux, soit... Je les prends bien sûr à leur insu. Je suis souvent dans des cadrages qui sont très frontaux, c'est-à-dire que c'est vu de face, avec des lignes horizontales. C'est souvent ce genre de cadrage-là, j'ai remarqué. Je ne sais pas pourquoi, ça il faut pas me demander, je ne sais pas. J'aime bien ce côté très frontal, où il y a très peu de perspective, où tout est plan, où il y a un premier plan, un deuxième plan, un troisième plan, un quatrième plan. Et une fois que j'ai fait ces photos, 2 ou 3 fois par mois, je les classe dans des dossiers. Et puis après, je vais en extraire ce qui me plaît le plus. Et je retravaille ça en peinture. Alors en général, les photos, je les prends en noir et blanc pour pas être, on va dire, influencé par la couleur. Et après, je les retravaille avec les couleurs que je choisis, avec des contrastes, je mets l'éclairage sur telle ou telle chose, je mets le focus sur telle ou telle chose, et je recompose. Je recompose avec mon souvenir, avec mon état d'être du moment, et voilà, les choses arrivent, montent. Au départ, je peignais dehors. Ça m'arrivait de peindre dehors, de peindre, surtout quand j'étais dans la nature, à la montagne notamment. C'est complètement différent en fait. Quand on peint dehors, on est dans une espèce d'urgence de capter quelque chose, et donc on fait ça très rapidement, et donc du coup on est obligé d'aller à l'essentiel, et donc c'est assez intéressant parce qu'il y a aussi forcément des maladresses.
Et de cette maladresse, il y a une forme de danse, des couleurs, des traits de pinceau. Il y a quelque chose d'assez spontané, qui est très intéressante, mais qui est presque impressionniste au final. Et quand on peint chez soi, on peut écouter un podcast, on est tranquille, on n'est pas dérangé. Alors on peut tomber dans une forme de torpeur, alors que quand on est dehors, on est un peu dans l'agitation. Mais je préfère le petit confort de l'atelier où on recompose son petit univers. Voilà. Quelles sont les inspirations qui vont t'aider dans cette créativité-là? On parlait tout à l'heure des peintres, mais est-ce qu'il y a des films, est-ce qu'il y a des styles particuliers d'art qui te nourrissent? Alors j'ai toujours adoré aller au ciné-club, j'ai toujours aimé les films depuis tout petit. Et je dirais que la révélation, ça a été vraiment Wim Wenders, le cinéma de Wim Wenders. Donc c'est un cinéma européen, beaucoup autour des road movies. I was hoping for all kinds of things, but the biggest thing I hoped for came comfortable. Is there something, I don't know, is there something I can do for you? Donc c'est un peu du Edward Hopper en film en fait. D'ailleurs lui-même était très influencé par Edward Hopper. Lui-même voulait être peintre, tout comme David Lynch qui voulait être peintre et qui a fait du cinéma. Donc toutes ces personnes qui au départ voulaient être peintres, qui ont fait du cinéma, ou un écrivain comme Jean Cocteau qui a fait du cinéma et qui a quand même fait La Belle et la Bête, qui est l'un des films français qui est au sommet de tout ce qui est en termes de cinémathèque. Donc toutes ces personnes qui ont dû inventer des outils parce qu'ils n'étaient pas du tout des professionnels du cinématographe, quoi. Ils ont créé leur propre écriture en fait. Wim Wenders, il a créé sa propre écriture qui était au départ une écriture de peintre. Et il m'a énormément influencé, bien sûr, par ses cadrages. Il lui-même était influencé par Robbie Muller, par Edward Hopper. En fait, ce sont des familles. C'est-à-dire que dans un arbre, il y a plusieurs branches. Et dans mon arbre à moi, il y a la branche Edward Hopper, il y a la branche Wim Wenders, il y a la branche Jacques Truffemus, et je saute de branche en branche. Et quelque part, j'essaye un jour faire pousser ma propre branche, en toute modestie, je veux dire. Mais c'est vrai que Wenders m'a beaucoup touché, énormément touché, parce que c'est un cinéma où ce sont des gens qui essayent d'apprendre à vivre, qui traversent des paysages, où le paysage est aussi un acteur, fait partie, a un rôle d'acteur. Et puis ce sont des gens qui filmaient sans vraiment savoir ce qu'ils allaient faire, comme Godard. C'est-à-dire qu'ils filmaient au fur et à mesure. On en parlait tout à l'heure, justement, quand tu es dans ta bulle de créativité, tu vas écouter des podcasts, de la musique. Comment la musique, elle vient influencer un petit peu ta peinture? Est-ce que tu le ressens, par exemple, dans un tableau, quand tu vas peindre avec telle ou telle musique? Est-ce que ça va se ressentir dans ton coup de pinceau, dans une certaine intensité que tu vas y mettre? Alors la musique, c'est marrant parce que ça fait partie du tempo de la vie. C'est-à-dire qu'on voit bien les gens quand ils vont au travail, ils mettent la musique à fond dans leur bagnole. On le voit quand ils descendent de bagnole, des fois ils oublient de fermer la musique. Et la musique est à fond. Donc ça donne la musique donne un rythme pour vivre, quoi. Pour se lever, pour aller au travail, Et en peinture, c'est un peu pareil. C'est-à-dire qu'effectivement, des fois, je mets des musiques un peu plus soutenues. Et puis, du coup, ma façon de peindre est un peu plus nerveuse ou un peu plus rythmée. Et puis, des fois, c'est sur des musiques plus lentes, plus douces. Et là, c'est beaucoup plus, on va dire, avec des fondus et des choses beaucoup plus pastel. C'est vrai que ça a une influence. Mais c'est une influence qui est inconsciente, qu'on ne s'en rend pas compte sur le moment. Et par contre, une fois que je vois la toile terminée, parfois, je me rappelle les musiques que j'ai écoutées en voyant la voile. Remonter là. Ça me fait, oui, je me dis, tiens, je me rappelle de ça, j'avais écouté ça, oui. Et après, les musiques que j'écoute, moi je suis pas un grand mélomane, c'est-à-dire que c'est souvent des musiques de films que j'aime bien, quoi. Okay. Alors notamment les musiques des films de Wim Wenders. Ça me rappelle le film et ça me rappelle... tout se mélange. Je suis dans un espèce d'état où tout se mélange. Le film, la musique, la peinture, les photos que j'ai prises. C'est quand même une chance de pouvoir s'offrir ça, en fait. It's the perfect day. I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect day. You just keep me hanging on. You just keep me hanging on.
Tu devais nous présenter un objet, Rémi. Oui. Est-ce que tu l'as Eh ben, toi? alors je l'ai à côté. Super. Voilà. Et ben voilà, mon compagnon de tous les jours, un petit appareil photo, un petit compact expert, on va dire, qui ne me quitte pas. Alors dessus, j'ai mis une petite bulle à niveau. Comme ça, j'ai même pas besoin de regarder dans le viseur. Je le mets au niveau de mon nombril. Et quand la bulle est bien au centre, j'appuie. Et je l'ai toujours avec moi, ça me rassure. Maintenant, c'est mon doudou. Voilà. Plutôt, quelles sont tes actus un petit peu en ce moment, Rémi? Qu'est-ce qui va arriver pour toi Donc là, je vais exposer quelques petites toiles du 3 au 13 avril. Et puis, il y a quelque chose qui me tient à cœur. C'est en fait, là, il y a un joli coussin qui vient de la maison d'édition textile Hamser. C'est une amie artiste qui s'appelle Théodora qui a fait ce magnifique collage. Et donc, la maison d'édition Hamser, ce sont deux femmes, Marie et Cécile, qui sont qui sont pétillantes, qui ont les yeux qui brillent et qui voulaient m'exposer avec une amie qui s'appelle Perrine, qui est architecte, pour exposer des toiles sur le thème de Lyon et pour décliner ces toiles en textile d'ameublement ou textile de prêt-à-porter un peu haut de gamme. C'est toujours des matériaux comme de la soie ou comme des tissus naturels. Donc, alors je vais exposer là-bas, c'est rue Saint-Georges. Donc je ne sais pas exactement quand, mais ça sera probablement en juin. Et donc j'attends ça avec impatience parce que c'est vrai que là, du coup, je suis en train de faire une petite série sur Lyon qui vont être déclinés en carré de soie. Est-ce que tu aurais une recommandation d'un artiste? Ça peut être de la musique, ça peut être un film que tu as vu récemment. Alors, mes derniers coups de cœur, alors au niveau de films, j'ai beaucoup aimé le film sur Bob Dylan, Un parfait inconnu. On allait le voir. Ah oui. Il est super. Ah ouais. Ouais, j'ai été bluffé. Ah oui, ouais, ouais. Bah, ce qui est fou, c'est que Timothée Chalamet ressemble pas forcément à Bob Dylan, mais il a insufflé son âme, son énergie. Il l'incarne bien. Il l'incarne vraiment bien. Et moi j'ai adoré ce film, ouais, vraiment. Ça a été un coup de cœur. Du coup, j'arrête pas d'écouter du Bob Dylan en boucle. Donc les dernières peintures sont avec les musiques de Bob Dylan, là, Like a Rolling Stone et toutes ces choses-là. I hear Bob is playing electric. Not on our stage yet. Where's Image yourself? They just want me singing Blowing in the Wind for the rest of my goddamn life. Well, this is gonna piss some people off. You came here with nothing but a guitar. You never talk about your family, your past. People make up their past, Sylvie. They remember what they want. They forget the rest. Bien, en ce moment, au niveau des comiques, j'ai découvert une femme qui s'appelle Tania Dutel, une humoriste, et qui est de Villefranche-sur-Saône, donc c'est pas très loin d'ici. Et alors, elle me fait beaucoup rire. Ouais, elle me fait beaucoup rire. C'est un peu, parfois, c'est un peu cru, ça va loin. Mais elle parle d'elle, elle avec beaucoup d'humour. C'est un humour qui est parfois un peu expiatoire, et j'aime beaucoup. J'ai des amis qui sont enfants d'immigrés et ils me disent que leurs parents parlent mal. Mais ma mère n'a même pas cette excuse. Moi, j'apprends des nouveaux mots tous les ans. C'est-à-dire que ma solution aujourd'hui, c'est de lire le dictionnaire. Oh putain, on dit pas tête d'oreiller. Je suis sûre que dans la salle, il y a des gens qui sont en train de se dire on dit pas tête d'oreiller. Quand je peins aussi, j'écoute souvent des podcasts, notamment Transfert. C'est des histoires de personnes tout à fait banales, mais à qui il arrive des choses complètement incroyables, mais vraiment quoi. Et ça c'est assez, des fois c'est même, c'est un peu glauque parfois même. On va s'accrocher à une espèce de stèle ou une espèce de grosse pierre avec des inscriptions qui est devant la maison parce qu'il y avait un parc à côté. Donc on s'accroche là-dessus, et là c'est hyper intense, il y a des transformateurs électriques au poteau qui pètent, donc il y a des étincelles partout, il y a des gros fils électriques qui balancent de droite à gauche au-dessus de nos têtes, il y a tout qui craque dans tous les sens, et waouh. Le dernier achat culturel que j'ai fait, c'est un livre qui s'appelle L'âme des jours, qui est un ami qui s'appelle Paul Fourier, qui est également peintre, et qui a fait un recueil de poésie. Et donc j'ai pas encore lu, mais j'ai acheté déjà toutes ses précédentes éditions. Et c'est une poésie du quotidien que j'aime beaucoup. Ça me plaît bien. Ouais. Je crois il y a beaucoup de personnes comme ça qui sont maintenant qui arrivent à extraire du quotidien un espèce de nectar poétique. Et je pense que c'est quelque part le début de la sagesse.
pourquoi aller chercher très loin ce qui est tout près de soi, quoi. C'est un beau mot de la fin, ça. Voilà. Merci Nick. Merci Rémi pour cette Merci à toute interview. l'équipe. Ouais. C'était très intéressant. Et puis on se retrouve très bientôt pour de nouvelles interviews. Merci pour votre écoute. Et puis bonne journée à tous. Bonne journée.